juste avant des vacances et dans un printemps qui s'annonce un peu estival, plus estival que d'habitude, nous avons voulu faire cette soirée le plus tôt possible, hein, pour commencer à faire connaître ce livre, donc que nous avons publié, que vous trouverez, pour ceux qui ne l'ont pas, en vente dans le fond de la salle, et Christophe Chapreau se fera un plaisir de le dédicacer, j'en suis sûr, à ceux qui le lui demanderont tout à l'heure. Donc ce livre de Christophe Chapreau s'intitule « La psychothérapie psychanalytique des psychoses ». C'est un livre clair, simple et fort, hein, et important encore plus aujourd'hui, pour marquer à la fois la présence d'un courant dans la psychanalyse et en même temps l'ancienneté historique toujours actuelle, hein, de ce courant dont un certain nombre d'entre nous peuvent se revendiquer, mais de façon vivante et présente. Bon, Christophe Chapreau est psychiatre, psychanalyste, il est rédacteur en chef de l'évolution psychiatrique et il est médecin directeur de secteur, on peut dire ça dans la... Médecin-chef. Médecin-chef, pardon, pas très d'habitude. Pour le discuter, il y aura Vassili Katsandelis, hein, qui est psychiatre, psychanalyste, membre titulaire de la SPP, et qui est directeur actuellement du centre de psychanalyse Paris 13, du 13e, et Christian Chaput, qui anime aussi un séminaire sur la psychothérapie des psychoses depuis de longues années à la SPF, qui a fait plusieurs colloques et qui a le projet aussi d'en faire un sur cette question assez rapidement. Christian Chaput est psychiatre, psychanalyste. Il a été directeur, alors je me suis trompé tout à l'heure, du centre de la sauvegarde de l'enfance, ça va? Médecin psychiatre d'un centre de la sauvegarde. Voilà, médecin psychiatre d'un centre de la sauvegarde de l'enfance et aussi du secteur 16 en psychiatrie. Voilà, avant de laisser la... Alors le débat va s'organiser de la façon suivante. Nous avons demandé à Christophe Chapreau de présenter son livre. Certains d'entre vous le connaissent, tous ne l'ont pas lu, et donc c'est bien qu'ils prennent la parole, qu'ils nous disent un peu quelles étaient ses intentions, qu'est-ce qui l'a motivé à écrire ce livre important. Et puis Vassili Katsandelis et Christian Chaput le discuteront. Je vous annonce tout de suite que nous aurons à la SPF le 3e samedi de janvier une journée entière consacrée à la psychothérapie des psychoses. Le comité d'organisation n'est pas du tout encore constitué, mais c'est Christophe Chapreau, je le remercie, qui a accepté d'être avec nous, la cheville ouvrière de cette journée. Merci pour cet accueil. Merci aux éditions Champagne Première d'avoir... Oui, c'est après qu'on boit du champagne. C'est après, oui. Campagne Première, de m'avoir abrité. Je dois dire que j'ai bénéficié d'un accueil particulièrement à la fois chaleureux et rigoureux de toute l'équipe, de Patrick Avran, Patrick Guillaumard, et de manière appuyée, je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui, très bien. De manière appuyée à Isabelle Pelletier, qui m'a tant aidé à peaufiner ce texte pour en faire quelque chose de lisible. Alors, en préambule, je tiens tout d'abord à préciser une chose très importante pour moi. Ce livre n'est pas un livre d'histoire sur les rapports passés et obsolètes des liens entre psychanalyse et psychose, ou bien entre psychothérapie institutionnelle et psychose. Ce livre, pour moi, représente une actualité à la fois brûlante et urgente pour ranimer, pour réveiller, pour inventer et pour créer. Et c'est vrai que dans le texte, la thématique de la création, chère à Christian Chaput, à ma droite, est tout à fait indispensable si l'on veut soigner des personnes qu'on appelle des personnes psychotiques ou qu'on peut appeler aussi des personnes en période psychotique.
De même, j'insiste sur la dénomination psychothérapie psychanalytique des psychoses, car il n'existe pas de psychanalyse possible de la psychose. La psychose, et je partirai de là, est en elle-même une psychanalyse pathologique de démontage symbolique, sans possibilité de reformer les symboles organisateurs, sauf par le délire. D'un certain côté, de mon point de vue, la schizophrénie est déjà une forme de psychanalyse. Ce livre revendique son actualité et tente de reprendre la tradition psychiatrique orientée par la psychanalyse et de l'articuler à l'aune des connaissances et découvertes nouvelles pour proposer une refonte des nouvelles modifications, modélisations, laissant une place à la psychanalyse, et la psychanalyse a toute sa place aux côtés de l'éducation thérapeutique, de la remédiation cognitive, etc. Et là, je pense que ce sera un point de discussion qu'il faudra débattre de manière subtile. Alors, j'ai participé récemment à de nombreuses réunions avec des collègues qui réclamaient, des collègues du service public, et à juste titre, plus de moyens. Il est vrai que la psychiatrie publique est exsangue. Il l'est tout autant qu'elle a laissé de côté progressivement des pans entiers de sa tradition qu'il ne s'agit pas de fétichiser, mais plutôt de conserver, de faire évoluer. Les jeunes praticiens ne savent pas ce que signifie psychothérapie institutionnelle, qu'ils confondent le plus souvent avec organisation de l'établissement. De même qu'ils sont souvent, face à un patient dit psychotique, particulièrement perplexes et emmurés dans un silence, laissant le patient psychotique s'enliser dans les sables mouvants de son psychisme démoli. Alors, dans ce travail, je vais proposer des modèles, ou des modélisations, comme on veut. Alors, il est, à mon sens, à l'heure actuelle, tout à fait inutile de débattre sur la validité d'un modèle théorique par rapport à un autre. Mais la valeur d'un modèle est de faciliter certaines opérations, souvent inconscientes, qui aident à entrer plus authentiquement en relation avec le patient et à ne pas le laisser esseler dans sa psychose. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, les internes que je rencontre, les jeunes PH, attendent une association signifiante, là où le pauvre malade tente de maintenir son corps en une unité cohérente et ne pense qu'à cela, s'y concentre. Cette perte du patrimoine construit par nos aînés, de manière empirique, est une conséquente perte de moyens. Autrement dit, des moyens sont retirés à la psychiatrie publique qui elle-même délaisse son patrimoine. Cela tient d'évidence à un mode de sélection des agrégés qui ne peuvent le devenir qu'à produire des travaux scientifiques formatés, articles en langue anglaise dans des revues indexées, organisées par l'immuable plan d'écriture, objectifs, méthodes, résultats, discussions, conclusions, et cela en moins de quelques pages. C'est ainsi que j'ai voulu écrire ce livre, afin, comme je le disais, d'imaginer une actualisation de nos traditions et de les rendre applicables, qu'il ne s'agisse pas simplement d'élégants discours théoriques, plus ou moins défensifs,
mais en prise avec ce que l'on appelle le terrain. C'est un mauvais terme actuellement, le terrain. Ce livre aurait pu s'appeler « Les moyens du terrain ». J'ai pris appui sur deux auteurs principaux. Gaetano Benedetti, pour l'aspect individuel de la thérapie, et Jean Houry, pour la dimension collective. Car en effet, les deux approches bénéficient d'autant mieux aux patients que si elles sont associées. Pourquoi ces deux auteurs? Il y a d'innombrables auteurs qui ont écrit sur la psychothérapie des psychoses. Tout d'abord parce qu'ils sont contemporains, même si décédés récemment. Certains d'entre nous ont pu les rencontrer et échanger avec eux. Immédiatement s'installait un climat de confiance et de confidence, ce qui m'a toujours étonné, d'amitié qui ne négligeait pas le désaccord ni l'amicale dispute. Discuter avec Jean Houry, par exemple, était d'une simplicité enfantine. Il suffisait de dire. D'autre part, il n'était enfermé dans aucune chapelle et restait ouvert aux nouveautés, même déstabilisantes. Que ce soit Gaetano Benedetti ou Jean Houry, ils ont exploré le champ des penseurs de la psychothérapie des psychoses de manière quasi exhaustive. Ils ont un balayage de la connaissance et des écritures des différents auteurs qui est très étonnant. Là où quelquefois on peut à l'inverse s'étonner de ce que certains auteurs se limitent à ce qui peut se dire ou ne peut pas se dire au sein de leur école. Mais aussi, ces deux auteurs-là me sont très précieux car ils ne réduisent pas le sujet à un sujet psychologique, mais s'inspirent beaucoup de la philosophie existentielle et heideggerienne. Par ailleurs, ils n'ont ni l'un ni l'autre construit de système théorique fermé, malgré leurs efforts, et cela vaut plus pour Benedetti que pour Houry, qui, lors de son dernier livre, qui était un entretien avec Patrick Faugeras auquel je dois beaucoup, puisqu'il m'a donné beaucoup de textes inédits de Gaetano Benedetti qui m'ont offert beaucoup de clés pour mieux comprendre sa pensée. Alors, oui, Houry a tenté d'ébaucher une synthèse de son œuvre dans ce livre, qui est son dernier livre, qui est un livre d'entretien avec Patrick Faugeras, qui est un très beau livre que je conseille à tout le monde, qui est chez RS. Et Jean Houry essaye de théoriser en quelque sorte sa poésie. Parce que Jean Houry, c'était un peu comme, on pourrait le dire de Lacan, un auteur poétique. J'ai donc trahi mes deux auteurs en tentant de synthétiser leur pensée, en l'interprétant, d'ailleurs souvent, alors souvent qu'ils avaient construit une pensée heuristique. Peut-être je les ai trop interprétés. Benedetti a œuvré à comprendre et appliquer les mécanismes de la thérapie des patients psychotiques, schizophrènes ou non, c'est-à-dire psychotiques ou schizophrènes. Alors bon, pour faire une petite synthèse très simpliste, on va dire que pour Gaetano Benedetti, il y avait donc les névrosés, il y avait
les patients dits état limite. Les patients état limite avaient une conscience claire de le soi et le hors-soi, mais comportaient intérieurement des clivages qui empêchaient certains mécanismes de pensée, de subjectivation, de symbolisation. Les patients psychotiques, pour Benedetti, étaient des patients qui avaient perdu cette différence entre le soi et le non-soi, et par phénomène de transitivisme ou d'apersonnation, se trouvaient envahis par le monde extérieur, ou se retrouvaient extériorisés dans le monde extérieur, les objets bizarres de Jung, et n'avaient pas conscience qu'il s'agissait de phénomènes en quelque sorte liés à l'environnement. Et les patients schizophrènes, Benedetti avait en 1951 travaillé avec Bleuler fils, Manfred, et avait beaucoup étudié Eugène, le père, pour rappeler que la schizophrénie, c'était la dissociation. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois ces problèmes d'impersonnation et de transitivisme, mais en plus ces problèmes d'association des idées entre elles. C'est-à-dire que la mécanique même de la possibilité de penser à l'intérieur de soi était altérée. Alors pour Benedetti, il y avait des concepts très simples, tels que la positivation. Alors la positivation comporte deux aspects. Le premier aspect, c'est de considérer que ce que dit le patient est vrai. Parce que pour le patient, c'est vrai. Et d'autre part, d'essayer de conclure toute intervention par une ouverture qui permettait de penser au-delà, de manière à agrandir le champ psychique, si on peut parler ainsi. Alors, pour Benedetti, il y avait un déclenchement du mouvement psychotique par le fait de la défaillance d'une possibilité symbolique de construire le monde. Et cette défaillance, j'en reparlerai un petit peu plus tard, peut ressembler à ce que Lacan appelait la forclusion du nom du père. Alors Benedetti citait souvent Lacan en bien, mais par contre ne réduisait pas ces défaillances symboliques au nom du père tout court. D'ailleurs Lacan, avec le séminaire malheureusement avorté Les noms du père, n'a pas pu le faire non plus. Et je crois qu'il était un petit peu encombré par cette notion. Alors, d'ailleurs, le nom du père au singulier, Lacan en a très peu parlé, 57-58, et puis un petit peu après, 5e séminaire, et puis c'est surtout ses élèves qui en ont parlé, peut-être parce que il s'agit d'une forme de résistance, d'explication simple de la structure. Pour Benedetti, une des formes d'accès à l'aide aux patients psychotiques ou schizophrènes était l'identification partielle, c'est-à-dire s'identifier
partiellement au vécu du patient, y compris à son vécu le plus délirant, le plus archaïque, le plus détruit. Et en s'identifiant à ce vécu délirant, l'identification partielle met pour Benedetti le thérapeute en position, je dirais, solidaire avec son patient et de construire dans le délire avec son patient des possibilités discursives qui permettent d'avancer. C'est-à-dire que Benedetti n'attirait pas son patient vers la réalité qu'on appelle commune, mais entrait dans la réalité délirante ou dissociée de son patient pour essayer de travailler avec lui de manière identificatoire, j'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire qu'il engageait sa personne afin d'essayer de l'aider à en sortir. Ou en tout cas de construire un système qui soit moins douloureux et moins handicapant. Alors l'identification partielle, par identification au vécu délirant, fonctionnait par le truchement des images transformantes. Alors ce qu'il appelait les images transformantes, c'était les images qui venaient à l'esprit du thérapeute, comme ça, spontanément, pendant qu'il écoutait son patient. Il lui venait une sorte d'image, plus que de représentation ou de discours, et il décrivait l'image à son patient. Il décrivait l'image qu'il voyait dans sa tête, dans un mouvement qui lui apparaissait intuitif. La question, c'est la question de la rigueur de l'intuition, des niveaux de rigueur de l'intuition. Et ça, c'est une vraie question. Mais c'est une question qui vaut aussi pour l'interprétation. Dans cette conception, Benedetti pense qu'un inconscient commun se forme entre thérapeute et patient, qu'il nomme dualisation inconsciente, si bien que l'inconscient du thérapeute peut former ces images. Autrement dit, se forme un inconscient qui lie l'inconscient du patient et l'inconscient du thérapeute. Il ne le dit pas, Benedetti. Il ne dit pas pourquoi le traitement des patients psychosés favorise cette possibilité de dualisation inconsciente. Par contre, on peut imaginer que des complications relationnelles entre l'environnement du bébé et le bébé puissent, qu'il s'agisse de l'accordage affectif de Stern ou qu'il s'agisse d'autres formes de théorisation, on peut considérer que le patient invite d'une certaine manière, et là je serai un petit peu en contradiction avec ce que je dirai plus tard sur le négativisme, invite le thérapeute à entrer dans une forme de relation plus archaïque avec son patient et de fait à construire quelque chose qui normalement se construit entre la mère et le bébé. Alors il va loin, hein, Benedetti. Mais en même temps, peut-être que certains ici ont vécu ce genre d'expérience. Par exemple, le rêve thérapeutique. Le rêve thérapeutique, c'est lorsque l'on rêve d'un patient et Benedetti conseillait, quand on rêvait d'un patient, de raconter le rêve au patient en disant « Cette nuit, j'ai rêvé de vous » et de raconter ce qui valait comme une interprétation. Il y a aussi les rêves symbiotiques
où le patient et le thérapeute peuvent faire le même rêve. Peuvent faire des rêves qui sont complémentaires, par contre. Un rêve symbiotique, c'est un rêve, à l'inverse, enfin différemment, où le thérapeute et le patient font chacun un bout de rêve et se le racontent réciproquement. Et les deux bouts de rêve, les deux moitiés de rêve, en quelque sorte, forment un rêve qui a une importance. Et une importance interprétative. Alors, il est important peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien la pensée de Benedetti et de sa genèse, et de comment Benedetti envisage la formation corporéo-psychique du petit humain, de détailler rapidement. Il parle de symboles du soi. Alors, les symboles du soi, ce sont des empreintes qui sont soit pré-représentationnelles, soit représentationnelles. Alors, il s'appuie sur les travaux de Mancia, qui est un psychanalyste, qui s'appuie sur ceux de Warrington, d'accord. Warrington était neurophysiologiste et il prend appui sur la mémoire et sur les symboles du soi. Donc, une mémoire implicite, c'est-à-dire qui n'est pas formée de représentations mentales mobilisables, se forme entre le 5e mois de grossesse et l'âge de 2 ans. C'est montré de manière scientifique. Il s'agit de développement du cerveau. Sans représentation mobilisable, pas de refoulement possible, si bien qu'il existe alors un inconscient non refoulé. Le balancement dans le liquide amniotique, par exemple, la circulation des fluides corporels, etc., ces sensations vont s'agglutiner par le fait qu'elles aient lieu en même temps. On peut faire un exemple très simple qui est très bien connu. La faim, l'odeur de la mer vont se lier par coïncidence. Et puis, au travers de cette construction, va se mettre en place les représentations donc mobilisables, donc refoulables, et ensuite le langage et les représentations de langage et les représentations de choses et les représentations de mots qui sont donc là refoulables. Alors, 5 minutes. 4 depuis 4. 4 depuis, d'accord. Et c'est là où Benedetti emprunte à des idées qui viennent de Freud, hein, puisque dans le président Schreiber, Freud évoque les carences de symboles, mais aussi de Lacan, bien entendu, puis de plein d'autres auteurs qui tournent autour de cette question. Quelqu'un se construit de symbole en symbole, qui s'articulent, et certains, pour diverses raisons, environnementales en principal, ne sont pas suffisants dans certaines situations pour répondre à une convocation. Et encore une fois, il ne s'agit pas strictement du nom du Père.
Alors, pour Benedetti, les structures ne sont pas fixées. Il évoque une psychopathologie progressive, c'est-à-dire que par le travail d'entrer dans le délire du patient ou dans son désordre, un progrès peut se faire. Et c'est vrai que tout le monde, je pense ici, a connu des patients qui, initialement hébéphrènes, devenaient schizoparanoïdes, et de schizoparanoïdes devenaient plutôt état limite, et etc. C'est-à-dire que la psychopathologie progressive permet l'idée d'une guérison. Et ça, c'est très important chez Benedetti. Guérison à certaines conditions. Benedetti insistait beaucoup sur le fait qu'une guérison nécessitait tout de même un lien qui continuait avec le ou la patiente. Hein, il ne s'agissait pas de couper nettement les ponts en disant voilà, vous êtes guéri, mais il fallait qu'il y ait des coups de téléphone réguliers ou des choses comme ça, ce qui est un travail qui demande un certain effort. Alors, en ce qui concerne la psychothérapie institutionnelle, on va dire simplement que c'est faire des choses ensemble, soignant-soigné, faire, exister, être ensemble, et à partir de là, par la fonction praticable, telle que Jean Horry la nommait, des choses se révèlent et apparaissent qui ont valeur d'interprétation, qui sont quelquefois des interprétations infraverbales. C'est-à-dire que, très souvent, c'est le groupe, par son positionnement relativement à un patient, qui va lui interpréter quelque chose dans sa manière d'être. Je crois qu'il faut, si ça vous ennuie pas, on va tout de suite donner la parole à Capsambélis, parce que le temps passe. Conclusion. Puisque vous insistez. Hein. Oui, non, on veut une conclusion. Ainsi, pour conclure... C'est un travail de groupe. Ainsi, pour conclure, la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle ne sont pas des orientations obsolètes, ni des fétiches, mais des supports d'une créativité soignante thérapeutique. Par ailleurs, il n'existe pas d'argument sérieux, que cela soit en cabinet ou à l'hôpital, pour persévérer à imaginer des incompatibilités qui n'en sont pas. Je vous remercie. Alors, être présent ce soir, c'est pas l'aboutissement, parce qu'il y a un après, mais c'est une étape d'une connaissance, collaboration, échange qui, je crois, bientôt va faire 30 ans. Il y a 30 ans, donc, puisque nous nous sommes rencontrés dans le service de psychiatrie universitaire de l'hôpital Philippe Pinel d'Amiens. Et c'est de cette époque-là que datent nos échanges, nos débats, nos collaborations. Et c'est de cette époque-là, sans doute, que date cette dédicace portée par le livre dont je suis très ému. Alors, la raison pour laquelle ce livre-là occupe une place particulière dans mon esprit par rapport aux autres livres de Christophe, c'est qu'il a une certaine originalité de conception. C'est-à-dire, il choisit de parler de deux auteurs de façon exhaustive et les considérant, je crois à juste titre, même si le débat donnera des points de vue divergents, les considérant à juste titre comme exemplaire de ce qu'il veut illustrer, c'est-à-dire la psychothérapie psychanalytique des psychoses. Et d'ailleurs, il a choisi comme titre, cette fois-ci, ce qui est le plus basique, pour ainsi dire, de toute une tradition qui remonte aux années
40, 50 aux États-Unis, aux années 30 en Angleterre, aux années 60 plutôt en France, bref, et qui avait à peu près ce mot, ce vocable, psychothérapie, psychanalytique de psychose. Et donc je crois que ce n'est pas par hasard si tu choisis psychothérapie, psychanalytique de psychose pour marquer ce qui était le terme le plus générique de toute cette expérience, cette aventure. Alors, il choisit donc deux auteurs qui sont des auteurs qui lui sont chers, qui ont influencé sa pensée, mais en même temps, et c'est là où je le rejoins beaucoup, deux auteurs qui ne sont pas forcément, et ceci est beaucoup plus vrai encore pour Benedetti que pour Jean-Henri, qui ne sont pas exemplaires et paradigmatiques, typiques du courant de psychothérapie psychanalytique de psychose, notamment pour la branche psychanalytique du vocable. Et je crois que, alors personnellement, j'avais découvert Benedetti très tôt, dès ses premières publications en français, et Dieu sait qu'il a beaucoup tardé avant de commencer à être lu en France, alors même qu'il était quand même voisin, et alors même que via Christian Müller, Racamier avait un certain nombre de rencontres et d'échanges avec lui, mais probablement aux yeux de tous n'était pas suffisamment psychanalyste au sens orthodoxe du terme, je crois. Et alors, et il me semble donc que c'est important que tu choisisses cet auteur-là, qui lui se revendique psychanalyste, mais qui néanmoins n'a pas, ne répond pas les codes du langage psychanalytique, parce que, je crois, et ça c'est un point sur lequel on se retrouve beaucoup avec Christophe, et la psychose, la personne qui est atteinte de psychose, participe d'une expérience humaine qui ne se laisse pas saisir dans les termes d'une maladie qu'un regard acéré et précis comme celui de Freud peut parfaitement décortiquer pour mettre en évidence le mécanisme de telles névroses, de telles perversions, etc. Il y a quelque chose qui, je crois, échappe probablement délibérément au langage psychanalytique rigoureux classique, que ce soit celui de Freud ou peut-être celui de Lacan, qui est la dimension d'expérience humaine de la psychose. Alors, je sais que j'utilise un mot, une expression qui n'est pas forcément très rigoureuse elle-même, mais en dehors de quelques célèbres névrosés, je ne sais pas moi, Madame Bovary, qui d'ailleurs est un personnage de fiction, ou je sais pas, le docteur Godard, enfin de Proust, voilà. Eh bien, on ne peut pas dire que la névrose est une expérience humaine, mais on peut le dire pour les patients psychotiques, on peut le dire pour les patients schizophrènes. Et là, il y a quelque chose de qualitativement différent par rapport à une catégorie pathologique, ce qu'on ne voit pas dans la psychanalyse la plus classique, mais qu'on voit dans les pages de Benedetti. Alors, à quoi ça tient sa capacité? Alors peut-être ça tient au fait, et c'est ce qui nous a toujours séduit, au fait qu'il n'a pas lu que Freud, il n'a pas eu qu'une expérience analytique, mais il s'est beaucoup intéressé à la philosophie, à la phénoménologie, il a gardé un dialogue ouvert en permanence avec Bieswanger, avec Pankow, qui avait ses propres idées, etc. C'est possible que ça tienne à cela. C'est possible que ça tienne à sa façon de mener les traitements psychanalytiques des patients schizophrènes qu'il a eu, en s'écartant, et ça on le voit avec beaucoup de patients, en s'écartant d'une ligne interprétative stricte dans laquelle on peut retrouver une certaine grille génétique, psychosexuelle pour le patient. Il s'est écarté de cela tout en ne le perdant jamais de vue, et il travaillait donc quelque chose qui restituait à la personne non pas une dimension de son être, mais pour ainsi dire la totalité de son être engagé dans ce qu'il était en train de vivre là. Probablement il travaillait comme ça parce que
il avait en tête que lui restituer une dimension ne faisait que aggraver sa part disloquée, dissociée, alors que restituer une dimension à un névrosé ne fait que favoriser l'intégration. Alors que là, c'était le contraire qui était produit. Et donc, du coup, il était tout le temps en train de parler de cette expérience humaine. Alors, il est possible aussi que, comme beaucoup, et d'ailleurs, les références de Benedetti peut-être nous indiquent cela, il est possible aussi qu'il se sentait lui aussi à l'étroit dans un modèle qui fait de l'objet une contingence. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui importe, c'est l'étude de la pulsion de ses représentants, des affects et du jeu intrapsychique, et que l'objet, dans sa dimension externe, est contingent. Là, je répète la célèbre phrase de Freud, et que probablement il se sentait à l'étroit dans une telle conception de la psychanalyse, du moins avec les patients psychotiques. D'où ces emprunts à Lacan, où il y a on peut la discuter, mais il y a une dimension de l'autre qui est absente chez Freud, mais aussi Winnicott, et aussi les autres auteurs qui peuvent... Alors, donc, pour ce qui est de la première partie, c'est-à-dire commencer par la périphérie du noyau dur de la psychothérapie psychanalytique des psychoses, pour mieux saisir ce qu'il en est de l'expérience psychotique, je crois que c'est exemplaire. Enfin, c'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu as fait là, est exemplaire. Alors, je suis toujours gêné, mais ça, ce n'est pas que face au livre de Christophe ou à l'œuvre de Benedetti, mais de façon plus générale, je suis toujours gêné par les paraphrases, c'est-à-dire que les auteurs qui tiennent à reprendre quelque chose de la théorie dont ils se servent, mais en le paraphrasant pour aboutir à des formulations qui, ce n'est pas sûr qu'elles apportent quelque chose de plus par rapport à la théorie d'origine, et qu'on aurait mieux fait de creuser la théorie d'origine. Je dis cela pourquoi? Parce que c'est vrai que je suis assez peu convaincu par des élaborations type symbole de soi, et par les élaborations, par toutes les constructions qu'il fait autour de des sensations primitives et de leur façon de se symboliser d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, il a discuté ce qu'il appelle la symbolisation, et de façon à constituer, c'est ce qu'il appelle l'îlot de soi. Et je vous dis que je suis mal à l'aise avec ce type de développement. Pourquoi? Parce que nous avons un terme qu'on trouve chez Freud, qui s'appelle les traces mnésiques. Nous savons que ce terme a été très peu travaillé par Freud, mais nous savons que les rares indications qu'il donne, c'est qu'il n'aboutit pas forcément à telle représentation, et qu'il est peut-être en rapport avec, c'est ce que Freud lui-même appelle l'inconscient non refoulé. Bon, bref, nous avons là un terme non exploité, donc il ne demande qu'à être exploité, puisqu'il n'est pas exploité, et qui, je crois, n'est pas très loin de certaines sensations, qu'elles soient proprioceptives ou extéroceptives, et qui peuvent constituer les premiers noyaux d'inscription neuropsychologique, quelque chose, et qui probablement serviront de stock, si j'ose dire cela, à partir duquel des représentations vont être créées pour être refoulées et mettre en route la véritable vie psychique. Alors, c'est vrai que moi je trouve que tant que nous avons des termes qui n'ont pas été explorés, tant qu'on est sur une direction de recherche, eh bien, il est plus intéressant d'essayer de la conduire plus loin plutôt que de la reprendre depuis le début avec des paraphrases. Je crois que ça consiste à refaire le chemin, alors qu'en partie il est fait, et ça nous empêche d'aller plus loin. Enfin, c'est mon point de vue, mais je vous avoue que je dirais la même chose du pictogramme de Lagné.
C'est-à-dire que le pictogramme, selon moi, de Lanier, apporte à la trace mnésique une chose absolument extraordinaire. C'est-à-dire que là où Freud distingue peu une trace mnésique d'origine interne, corporelle, proprioceptive, d'une trace mnésique d'origine externe, les 5 organes des sens, elle dit, mais ce qui fait trace, c'est leur lien, c'est leur liaison. C'est le fait que quelque chose de la sensation corporelle va rencontrer quelque chose de la sensation externe, c'est ce qu'elle appelle le bouche-sein, etc. Voilà pour moi une façon de pousser plus loin la notion de trace mnésique, sauf qu'elle n'appelle pas ça une trace mnésique, elle appelle ça pictogramme. Lui, il l'appelle symbole du soir, un autre va l'appeler autrement, mais en définitive, ça ne nous avance pas dans notre réflexion, dans l'approfondissement de ce qui est notre terrain, je dirais, commun. C'est ce que je pense, mais enfin, ça n'engage évidemment que moi, cette réflexion et cette petite critique, mais qui nous pousse vers de, comment dirais-je, qui nous oblige à des syncrétismes. Et je vois tout l'énorme travail de synthèse et de réflexion que tu as fait. Ceci n'est pas sans rappeler cela, lequel n'est pas sans rappeler cela, mais tu es obligé, puisque chacun tient à inventer sa terminologie, plutôt que d'approfondir l'existante qui s'étale sur une œuvre majeure des 40 décennies, des 4 décennies, 5 décennies, de 40-50 années. Bon, l'exemple de trace mnésique est tout à fait typique. Alors, peut-être une autre raison pour laquelle j'aurais mes réserves, et là nous avons discuté depuis 30 ans avec ça, et si Dieu nous donne vie, comme on dit, on en a encore autant pour discuter, c'est que c'est vrai que je suis, avec les années qui passent, de plus en plus réticent par rapport à tout modèle génétique. Tout modèle génétique, et notamment en matière de psychose et de schizophrénie. Alors, et quand je dis génétique, je parle aussi bien de l'oralité dans sa forme la plus primaire au sens d'Abraham, que de la relation primaire à la mère lévinicote ou de la forclusion du nom du père de Lacan. C'est-à-dire que je pense que nos modèles, face à un patient psychotique adulte, parce qu'on les voit adultes, enfin toi, nous deux nous parlons à partir de l'expérience d'adulte, eh bien, notre expérience de l'adulte nous permet en réalité peu de choses et peu d'hypothèses sur le passé, et notamment sur les toutes premières expériences. Et je crois que on est dans le même problème que n'importe quelle recherche médicale ou plus généralement biologique, c'est-à-dire l'étude rétrospective ne donne pas de bons résultats par rapport à une étude prospective. C'est quand on fait les chemins à l'envers, eh bien, on loupe tous les carrefours où la personne aurait pu prendre un autre chemin que celui qu'elle a pris. C'est comme ça la vie. C'est-à-dire que, or, les patients que nous voyons ont fait tout un chemin très long où il y a eu plein de carrefours, des ronds-points, des retours en arrière, etc., tout ce que vous voulez. Et c'est ce que nous voyons sur le produit final d'un certain nombre de bifurcations. À chacune d'elles, un autre chemin aurait pu être pris. Et c'est ce qui est arrivé, et trop loin des symboles de soi ou des structures initiales et élémentaires pour que le résultat final puisse être rendu par le départ. C'est ce que je pense, moi. Mais c'est ce qui est étonnant. Et là, c'est une remarque générale. C'est qu'alors que dans nos équations, on a introduit le rôle de l'objet, que ce soit sous forme de la mère, de l'autre, de la mère absente, tout ce qu'on veut, alors donc que nous avons réussi à ne pas rester dans la relative linéarité du développement psychosexuel, et donc nous avons admis la part des hasards dans les rencontres objectales de l'être humain, nous continuons à rendre compte de son évolution vers une psychose à partir de l'élémentaire, comme si ce que nous venions de faire entrer par la porte, c'est-à-dire l'objet, nous le faisons sortir par la fenêtre. Or, si nous faisons confiance à ce qui est la rencontre interhumaine, et c'est quand même ce que tu fais, ce que Benedetti a fait pendant des années,
c'est-à-dire cette extraordinaire originalité et richesse de la rencontre interhumaine. On devrait admettre qu'il y a des rencontres qui tournent mieux que d'autres, et d'autant plus que tu l'as décrit dans ton livre, hein, c'est-à-dire que tu donnes l'exemple de ces parents qui sont particulièrement doués pour dévier le déterminisme éventuel génétique de leurs enfants. Tu le décris à propos du cas de Bitzwanger, de cette femme qui tout d'un coup devient psychotique quand elle voit dans le regard du médecin que son mari qui ne regarde pas le médecin va mourir. Elle a un échange dans ce moment-là. Oui, mais alors donc ça veut dire quoi? Qu'elle ne serait jamais devenue psychotique si le mari n'avait pas la mauvaise idée de faire un cancer? Peut-être. Ben oui, mais alors donc oui, mais en ce moment-là, ta part lacanienne va dire oui, mais c'était là en germe. Ben, ça s'appelle un gène récessif, ça. Quelle est la différence? Tu vois? C'est ça. Sauf qu'il est familial. Alors, il est familial. En plus, il est familial. Alors, chez Suzanne Urban. Très précisé. Ça aggrave le cas, hein, selon moi, quand on le rend familial. Alors maintenant, pour la deuxième partie, parce que le temps passe, concernant la psychothérapie institutionnelle, alors là, c'est très intéressant parce que moi, je ne suis pas un connaisseur de l'œuvre de Jean Houry, contrairement à l'œuvre de Benedetti. Et en théorie, j'ai énormément de divergences. Mais c'est ce qui est, et la psychothérapie institutionnelle est probablement un terrain sur lequel on se rend compte de ça. On a beaucoup de mal à harmoniser nos formalisations des expériences que nous montons, alors même qu'elles peuvent être très semblables. Et ça, c'est une particularité, je crois, de notre discipline, de notre métier, que ce soit le métier de psychanalyste ou de psychiatre. C'est-à-dire qu'on a des pratiques beaucoup plus communes que nos théories ne le laissent entendre. Hein? Et ce qui n'est d'ailleurs pas très intelligent de notre part, parce que c'est comme ça que nous perdons tout contact avec les autorités de tutelle. On aurait mieux fait d'avoir un discours commun et des pratiques différentes, plutôt que d'avoir des pratiques communes et un discours différent, ce qui fait que personne ne nous entend. Mais enfin, c'est ainsi. Il se trouve que nous avons des pratiques très communes et des discours très différents. Hein, très différents. Et en lisant donc tout ce que tu décris sur la psychothérapie institutionnelle version donc Laborde, version Houry, c'est évident que les pratiques sont communes. Et c'est évident que les formalisations de ces pratiques sont différentes. Alors comme tu dis, tu cites très souvent le 13e, dont je me sens un peu l'involontaire représentant ce soir. Alors, c'est vrai que on peut discuter la notion de transfert. Voilà. Alors, mais on peut la discuter non pas d'un point de vue des purismes, c'est-à-dire si on est puriste, on ne dit pas transfert, on dit attitude. Si on est puriste, on ne dit pas contre-transfert, on dit contre-attitude. C'est pas du point de vue du purisme, c'est du point de vue que la notion de transfert implique la coexistence des deux scènes, une présente et l'autre passée, et cette coexistence est facteur de symbolisation, tant et si bien que parler des transferts avec certains patients qui se trouvent ne pas avoir cette double scène peut induire aussi bien nous que nos collaborateurs, que nos soignants, à des erreurs d'attitude, de parole, etc. C'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles vaut mieux ne pas utiliser transfert à tort et à travers, et tous les patients, à tout moment de leurs expériences avec nous, n'ont pas cette double scène qui est l'actuel et le passé, qui est le ici et maintenant avec ailleurs avec quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre, celui qui est là, sont tous les deux présents à ce moment-là, comme le passé et le présent, etc. C'est ça. Transfert, ça signifie ce que ce mot signifie, transfert, mais ce n'est pas un transfert de fonds, laissant le compte d'avant à zéro. Hein. C'est un transfert partiel, si tu préfères. Hein. Le compte initial reste, et puis une partie va dans un compte présent. Hein. Mais ça implique deux inscriptions, pas une. Hein. Tous les patients, malheureusement, n'ont pas cette double inscription dans les expériences qu'ils vivent avec nous. Alors, deuxième raison, et ça c'est très intéressant quand tu parles de psychothérapie institutionnelle où nous avons une pratique très commune,
qui dit transfert présuppose quand même quelqu'un qui assume la passivité nécessaire pour l'accueillir. C'est difficile de parler de transfert quand on est thérapeute actif. C'est difficile. C'est-à-dire que, du point de vue de ce que nous savons de le transfert, forcément, on introduit un brouillage. Alors, il se trouve que nous savons tous les deux qu'on ne peut pas rester passif avec des patients, qu'il faut faire des choses, et comme thérapeute, et comme psychiatre, et comme dirigeant d'équipe. Donc, comme nous savons qu'il faut faire des choses avec eux, autant ne pas raconter, utiliser un mot qui n'implique pas qu'on soit aussi actif et penser les choses différemment. Tu vois? Et ça, c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison, je crois que c'est assez importante quand même à ce niveau-là des discussions, qui est la discussion de la formalisation de l'expérience, et que ça nous est utile de différencier traitement et soins, tout comme ça t'est utile, et tu le dis même merveilleusement bien, de différencier ce qui est la prise en compte de la reconstitution d'une enveloppe psychique et la prise en compte de ce qui est le réglage, les changements, les transformations à l'intérieur de cette enveloppe. Or, si l'institution sert à quelque chose, c'est qu'elle offre un espace de soins qui se différencie de l'espace traitement. Et qu'on appelle traitement quelque chose qui se fait avec un travail plus ou moins analytique, qui utilise les transferts, etc. Et on appelle soin ce que fait toute une équipe avec un patient, mais sans lequel soin, il est impossible de faire un traitement. De la même façon que quelqu'un ne peut pas opérer une viscère s'il n'a pas créé autour quelque chose qui tient, cette espèce de colle élastique, mais qui lui crée l'environnement à l'intérieur duquel on peut faire des interventions. On ne peut pas faire des interventions sous n'importe quelle condition. Il faut que quelque chose tienne. Et ce tienne s'appelle l'institution. Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle c'est bien de différencier ce qui est transfert et ce qui ne l'est pas, pour donner une place aux soins. Et je me souviens, tu cites souvent les débats des Sèvres, du groupe des Sèvres de 57 à 59, et pour moi, ce que dit là Oury dans les quelques comptes rendus que nous avons est très démagogique, parce qu'il est en train de dire donc les infirmières sont des idiotes et donc elles ne peuvent pas, elles, donner des interprétations, c'est le médecin qui se les réserve. Alors, pour moi, c'est très démagogique, pour la simple raison qu'il ne s'agit pas de décider que tout le monde sera psychanalyste, il s'agit de décider qui fait des soins à des gens qui sont cassés, psychiquement cassés. Et c'est très important de faire du soin à des gens psychiquement cassés. Et ce n'est pas moins noble que de donner des interprétations dont 60 ans plus tard, nous ne savons toujours pas si ce sont elles qui guérissent ceux qui veulent bien guérir dans notre action psychanalytique, ou si ce n'est une forme de travail psychique qui induit ces dispositifs-là bizarres qu'a inventé Freud, qui permet à quelqu'un d'élargir son travail mental de façon à ce que certains éléments qui apparaissaient insurmontables, bloqués, enlisés, se débloquent. Et que probablement ce travail-là est beaucoup plus important que l'interprétation réputée thaumaturge, un peu comme la position de la main du roi sur la partie malade du nécessiteux. Alors, voilà, enfin, j'aurais plein d'autres choses à dire, mais je crois que j'ai épuisé les 5 minutes accordées par avance dans mon speech. Donc, je vais m'arrêter là et on va répondre à la discussion. Merci en tout cas beaucoup. Visite à la mort, depuis Quéclin à Plaisir, les champs,
analytique évidemment, et dans les supervisions, ce qui a quand même beaucoup compté, c'est le travail de Gisela Pankov, qui n'est pas si éloigné, même si c'est pas du tout formulé de la même façon que celui de Benedetti. Et puis après, la rencontre avec Maldinet, qui m'a apporté ce que vous appeliez au niveau de la philosophie phénoménologique, mais pas simplement, parce qu'il est bien étiqueté comme ça, Maldinet, mais ce qui compte d'abord pour lui, c'est la rencontre. Alors en lisant votre livre, il m'est venu des phrases comme ça, dont une que j'ai retrouvée dans votre livre, qui est la phrase de Machado, qui dit « Marcheur, ne cherche pas le chemin se fait en marchant ». Et ça, encore plus qu'avec les névrosés, avec les psychotiques, ça va de soi. Bon, un mot de Maldinet aussi, qui me disait un jour, vous savez, Christian, toute rencontre se fait au péril de l'ouvert. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, donc je l'ai fait parler autour de ça, notamment le mot péril, qui n'est pas simplement le péril, mais qui est l'expérience. Ce qui renvoie à quelque chose que vous évoquez dans une partie de votre livre, qui est le pathique, qui me semble effectivement très important, y compris par rapport à une deuxième notion de Maldinet que vous avez un peu nommée autrement chez Benedetti, je crois qu'il était quelque chose autour de l'intuition, et que Maldinet a théorisé par rapport à la transpassibilité. Transpassibilité dont moi je me suis beaucoup servi, pas du tout, je dirais, ou presque pas, par rapport à la transpassibilité du patient, mais par rapport à la transpassibilité du thérapeute. C'est-à-dire comment, quand un patient déboule, paf, il y a un truc qui nous vient à l'esprit. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit une intuition complètement folle, mais il faut dire. Pourquoi il faut dire? Parce que j'avais à une époque un patient en supervision chez un analyste de l'Institut, que je nommerai pas, et puis qui m'a engueulé comme c'était pas possible parce que j'avais dit quelque chose qu'il n'aurait pas fallu dire, sauf qu'à chaque fin de supervision, il m'offrait un verre de vin blanc, il me demandait de temps en temps, c'était à Rambouillet, il me demandait de temps en temps de l'amener à la gare. Je trouvais que c'était quand même quelque chose de terrible. Et ce patient était tellement mal que je lui avais dit, écoutez, je vous aime certainement pas comme vous voudriez que je le fasse, mais j'ai suffisamment de sympathie pour vous pour qu'on fasse du bon travail ensemble. Il m'avait engueulé comme du poisson pourri. Je venais de démarrer la supervision avec Pankov, j'en parle à la mère Pankov. Et c'est là où il y a quelque chose qui est très important par rapport au psychotique. Elle me dit, mais il n'a rien compris. Il y a des patients à qui il faut dire des mots qu'ils n'ont jamais entendus. Bon, et ça, je trouve que c'est effectivement très très important parce que l'abandon de ce gars, c'était quelque chose de fondamental, qui n'avait rien à voir avec quelque chose d'homosexuel. Il était perdu, absent à lui-même. Et donc ça, chez les psychotiques, je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Par rapport au délire, deux choses. Encore un mot de Pankov. Un jour où j'avais un patient qui redélirait un maximum, et ça m'embêtait beaucoup, elle m'avait dit, mais Chapout, il faut tenir. Le délire, c'est comme les feuilles des arbres, ça tombe à l'automne quand la saison vient. Bon. Alors c'est un peu... bon, ça vous aide pas vraiment, et pourtant ça m'avait calmé. Autre chose, un autre patient qui délirait un maximum, qui n'arrivait pas à franchir une ligne qui était sur le trottoir parce qu'il avait peur de tomber dedans, et il a redéliré, j'en parle avec Maldinet, qui me dit, mais enfin, arrêtez avec le délire, il y a pire que le délire, il y a le vide. Oui, oui. Bon, et ça, je trouve que qu'on appelle les choses, je dirais, comme on veut, par rapport à ce que vous disiez du soi, ou des choses prémnésiques, entre guillemets. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des discours différents. Je pense que, justement, chaque thérapeute trouve son discours. Mais sur le fond, on voit des choses qui se rapprochent très bien. Pankov et Benedetti ont été très proches à un moment donné, et ce qu'elle a refusé totalement par rapport à Benedetti, c'est le rêve thérapeutique partagé. Bon. Où un jour où je l'interrogeais là-dessus, elle me disait, mais écoutez, à partir du moment où on rêve d'un patient plus de 3 fois, il faut prendre une tranche. Bon.
Alors, là-dessus, chacun pense ce qu'il veut. Mais je trouve que les différences de ces thérapeutes sont quand même très intéressantes. Et je me rappelle, on avait fait avec Laurent Andreoli, Maurizio Peciccia, Madeleine Caspani-Mosca, une journée de travail à Milan sur Benedetti, Pankow, Maldinet et puis Matte Blanco. Bon. Donc c'était très intéressant parce qu'on avait vu que dans toutes les différences qu'on pouvait trouver, on avait quand même un engagement commun qu'on retrouve dans la psychothérapie institutionnelle et que j'ai trouvé dans un bouquin que Patrick Avran m'a demandé de critiquer, entre guillemets, qui est celui de James Frame, qui s'appelle La philosophie de la folie, où on voit que ce type, en 1860, met en évidence quoi? Que ce qui peut soigner, c'est la relation interhumaine. Et je trouve que, aussi bien Pankow à sa façon, que Benedetti à la sienne, avec des positionnements qui peuvent être voisins, qui peuvent être différents, plus ou moins repérables, etc., c'est d'abord la relation interhumaine qu'ils mettent en valeur. Bon. Je me sens plus proche de Pankow parce que je trouve que c'est plus facile pour travailler pour deux raisons. D'abord, la manière dont, grâce à Kretschmer, elle a différencié les psychoses marginales et les psychoses nucléaires. Bon. Psychose nucléaire, première fonction de l'image du corps, c'est quoi? C'est que quelqu'un, comme aurait dit Benedetti, n'arrive pas à faire son soi, en quelque sorte. Hein. L'intégrité de l'image du corps n'existe pas. Bon. Deuxième fonction de l'image du corps, il y a des fissures que vous appelez des scissions, hein, qu'on appelle aussi des failles. Mais d'une certaine façon, un exemple, bon, un schizo m'apporte une tête de canard, bon, et il me dit c'est un canard. Il voit pas bien connu ça, bon. Donc il était très leptoso, mais il porte une tarte comme ça. Et il me dit, ben, en travaillant, on va pouvoir consommer. Alors je tente un coup au niveau sexuel, en lui disant, mais vous ne trouvez pas pour un premier rendez-vous, consommer c'est un peu précoce. Ça lui passe totalement à côté, il n'en était pas là. Alors ça aussi c'est une chose, je pense, qui est très très important. Il faut se permettre de faire des erreurs et de les revendiquer. Et je lui ai dit, je me suis trompé, vous n'en êtes pas là. Bon, je lui ai dit, vous voulez que je prenne une moitié de tarte, ça vous permettra de garder une moitié de corps. Et il m'a sorti tout son délire sur la mère qui le bouffait, sur les Vénusiens qui l'empêchaient de sortir de chez lui. Il était parti à 7 h du matin alors qu'on avait un rendez-vous à 5 h 30 de l'après-midi, etc., etc. Bon, et je finis par lui dire, mais vous allez supporter? Et il regarde, chez moi c'est un bazar arrangé quand même, mais c'est un bazar, il y a beaucoup de pierres. Et il regarde les pierres comme ça, puis il dit, ça vous protège des Vénusiens. Donc, ce qui est important là aussi, c'est d'être dans cette espèce de partage humain que vous soulignez très très bien, aussi bien par rapport à Benedetti que par rapport à ce que vous dites de Houry. Bon, moi je me rappelle les dîners avec Pankow, Houry, Marie de Pusset, Jean M, qui étaient souvent des engueulades venant de Pankow contre Houry, en disant, mais qu'est-ce que vous avez encore avec la forclusion? Vous avez pas compris. Vous avez fait quelque chose de formidable à la Borde avec le transfert dissocié et vous voulez absolument vous rattacher à un discours. Ça va pas. Bon, et c'était costaud. M se taisait, Marie de Pusset disait pas grand-chose et moi non plus. Et puis, c'était assez rigolo. Ou bien aussi, Houry, son travail, je trouve, était formidable. Le transfert dissocié, ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important parce que c'est là où les équipes, effectivement, il n'y a pas ceux qui interprètent et ceux qui soignent, il y a des êtres humains. Et les grands psychotiques, ils projettent des bouts, entre guillemets, sur chacun. Et les réunions de synthèse, que ce soit entre les soignants ou avec les patients, là, on peut ramener les bouts pour faire un tout. Donc ça, j'aimais bien Houry là-dessus. Il m'agaçait beaucoup plus quand il tombait dans le verbiage. Je me rappelle d'une conversation à propos de la Gestaltung, que Maldinet avait traduit par la forme se formant. Bon, ce qui me paraissait intéressant parce que dynamique, etc. Traduction de Houry. L'enforme du grand autre.
Bon. Alors, je sais que ça a choqué souvent des gens quand je dis ça, mais je trouve que l'enforme du grand autre, on n'a pas le mouvement dynamique qu'il y a dans le mot Gestaltung. C'est pas pour des prunes qu'il y a ce suffixe dynamique, justement. Alors, il y avait des conversations comme ça. Mais je trouve qu'effectivement, il ne faut pas qu'on soit dans le passé en permanence. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Comment faire maintenant pour que ce qu'on a pu acquérir aussi bien avec Benedetti ou Pankow ou dans la psychothérapie institutionnelle, que ce ne soit pas remisé. Je pense qu'il faut beaucoup se servir de ce que peuvent apporter les neurosciences, oui. Mais pas n'importe comment. Moi, il y a un neuroscientifique que j'aime beaucoup, qui est Eric Kandel. Oui. Bon. Alors, malheureusement, je trouve qu'Eric Kandel, un de ses derniers livres n'a pas été traduit en français. Et c'est bon, on connaît comment sa famille était amie des Freud, etc., etc. Et il a fait un bouquin que je n'ai trouvé qu'en italien. En anglais, il s'appelle Insight. En italien, ça s'appelle Le cerveau, l'inconscient et la peinture de la Grande Vienne. Bon, parce que par rapport à tout ça, il fait intervenir la créativité. Et je crois que pour l'instant, les neurosciences, c'est très bien, mais elles ne nous ont pas apporté de solution thérapeutique. Ce qui est quand même, me semble-t-il, un certain problème. En revanche, on voit beaucoup de choses que, par exemple, par rapport aux enfants, Dolto avait très bien expliqué. Hein, sur les mouvements du bébé, sur ceci, sur cela. J'aime beaucoup les films de Farge, mais je me disais, c'est marrant, comment la mère Dolto, elle avait senti ça. Bon, parce que les mouvements du bébé, etc., elle vous en parlait comme ça. Donc je pense que par rapport à votre livre, il y a une dimension qui m'a manqué, c'est justement celle de la créativité. Qu'elle soit esthétique, mais au sens de esthésis, sentir, hein, ou bien simplement comment la faille, elle peut se résoudre dans les mots et dans la vie, elle peut aussi se résoudre par l'ouverture à une créativité. Je pense à deux patients, une fille qui est devenue peintre et un garçon qui est devenu sculpteur. Bon. Ce que dit, j'en terminerai là, je voudrais, bon, peu importe. Je pense à ce que vous disiez par rapport au contact qui reste. Oui, évidemment. Il y avait un patient comme ça, qui avait toujours mal aux yeux. Il était comme ça. Puis il était alcoolique, il était schizo, enfin bon, il avait l'air schizo. Et va savoir pourquoi, un jour je lui dis, mais où est-ce que vous avez fait votre service militaire? Il me dit, en Algérie. Bon, ça c'était à Rambouillet, j'étais encore à Rambouillet à cette époque-là. Et je lui dis, mais vous en avez énuclé combien? Bon. Il se met à pleurer, à hurler, etc., au point que je suis obligé d'aller chercher une infirmière parce que j'avais la trouille. Et bien, il avait passé son temps à torturer. Et il n'avait plus son père, il n'en avait jamais parlé à personne. Ça m'a fait penser, a posteriori, aux expériences absolument impossibles à raconter des gens qui sont allés en camp, hein, ou bien, ça je le sais familialement, puisque mon père était prisonnier à Hambourg pendant la guerre, et quand j'ai voulu l'emmener à Hambourg, parce qu'il avait bien aimé cette région, il me dit non, 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 de manière extrêmement violente. Bon, alors... je lui dis, mais papa, tu sais, si j'ai des demi-frères et des demi-sœurs, peut-être ça pourrait être amusant de les rencontrer. Je n'étais pas du tout dans le coup. Il me dit, non, non, pas du tout, c'est pas ça, je veux pas te le dire. Bon, puis j'insiste. Et bien c'est simplement que quand il y a eu les bombardements de Hambourg, qui c'est qui avait déménagé les cadavres brûlés au phosphore? Et bien les prisonniers. Et c'est des choses... Alors, est-ce que c'est pas symbolisable? Est-ce que c'est trop traumatisant? Quel mot mettre là-dessus? Je ne sais pas. Mais il y a un moment où, effectivement, il faut qu'on le partage. Bon. Donc, ce monsieur dont je parlais, il y a 3 semaines, il m'appelle, il me dit « Oh, je vais pas bien, un peu plus. À moi, je vais pas bien. » Ben, je lui dis « Vous avez toujours des médicaments ?» Et il me dit « Oui. » Ben, je lui dis « Vous avez toujours de l'aldol ?» Il me dit « Oui. » Ben, je dis « Augmentez un petit peu. » Il en prenait 3 gouttes.
Je comprends bien que le coup de téléphone avait un autre but. Mais je lui dis, mais vous voulez un rendez-vous? Vous voulez savoir si je suis mort? Comment on fait? Je lui dis, écoutez, essayez là ce qu'on vient de dire par rapport aux 5 gouttes d'aldol. Je peux vous recevoir dans 15 jours, rappelez-moi. Il me rappelle, même pas une semaine après, pour me dire, ouais, ben ça va bien. Bon. Et puis voilà. Donc, les failles, la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, est-ce que ça guérit la psychose? Moi, je dirais non. Bon. Il peut toujours y avoir des failles qui demeurent ou qui se réactivent. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le repérage des circonstances de déclenchement. Ne pas s'obséder par la guérison, sur la guérison, mais pouvoir apprendre au patient à dépasser la faille. Le gars dont je parlais tout à l'heure, à propos duquel Maldinet me disait mais il y a pire que le délire, il y a le vide. Un jour, il m'appelle en disant je peux pas venir. Ben, je lui dis pourquoi? Il me dit ben, je suis tout près de chez vous, mais il y a une fissure sur le trottoir. Si je passe, ça va m'engloutir. Bon, alors je fais quelque chose qui n'est pas très académique. Je lui dis écoutez, je reste au téléphone, comme j'habite au rez-de-chaussée. Je dis j'ouvre la fenêtre. Je vais vous faire un grand signe et vous sautez par-dessus la fissure. Bon, et je vois ce gars qui est gigantesque, qui prend un élan comme ça et qui saute par-dessus de la fissure. Il arrive, bon, il me dit « Oh, vous ne m'auriez pas dit ça en me regardant, j'avais l'impression de tomber dans un trou. » Voilà. Donc, l'accompagnement, quelque chose qui n'est pas totalement académique, mais sans pour autant perdre de vue l'objectif. C'est ça qui est important. Sinon, eh ben, on délire avec eux et puis c'est foutu, quoi. Donc il y a cet aller-vient, ce va-et-vient, et il y a une autre notion qui n'est pas chez Benedetti, mais que je trouve très importante, c'est celle de rythme. C'est-à-dire, ça aussi, je le dois à Maldinet, il faut être au rythme du patient. C'est-à-dire, il s'éloigne, on se rapproche, on a l'impression qu'on l'envahit, on s'éloigne. Donc, ce rythme est fondamental. Mais en tout cas, moi je vous dis merci, parce que ça m'a beaucoup intéressé sur le plan de la construction de votre pensée, et puis j'ai rajeuni, quoi. Ce qui est toujours agréable. Voilà.